Bonjour ou rebonjour. Donc point marché Forex, nous allons attaquer cette session par une revue rapide du calendrier donc des nouvelles économiques cette semaine. On a eu une nouvelle donc ce matin 10h30 sur le PIB anglais qui était en deçà des attentes. On attendait un PIB trimestriel à 0,6, il n'a été entre guillemets que de 0,5, pour un PIB annuel également en dessous donc des attentes du marché. Ce qui ne fait donc pas l'affaire évidemment de la livre face au dollar. On aura l'occasion d'y venir. Quelles sont les autres nouvelles attendues cette semaine? Bien, nous avons cet après-midi les commandes de biens durables. Donc c'est un indicateur économique important, puisque c'est quand vous avez des commandes de biens durables qui sont en augmentation, c'est le signe effectivement d'une économie qui prospère. Également la confiance des consommateurs, qui est également un indicateur très important, puisque si la confiance des consommateurs est bonne, eh bien ça veut dire que les consommateurs vont acheter, et s'ils achètent, c'est bon pour l'économie, puisque c'est bon pour la production, et donc tout ceci tire évidemment eh bien, le dollar vers le haut. Vente de logements neufs, qui est également aussi un indicateur important, puisque si les usagers, les particuliers achètent du neuf, c'est qu'ils ont confiance dans l'avenir, et donc cette confiance est également un signe positif pour l'économie du pays. Donc deux statistiques importantes attendues cet après-midi à 16h, donc attendez-vous à une volatilité en intraday sur cet horaire. Mercredi, nous aurons les indices donc de prix à la consommation pour le dollar australien, donc ça va être à 1h30 dans la nuit. Donc également, si vous êtes en position mardi soir, eh bien, sachez qu'il y a cette statistique-là qui va arriver donc sur l'AUD et qu'il faudra donc être un peu prudent si vous avez des stops serrés, puisque ils ne seront pas à même de tenir une potentielle volatilité de ce genre. Très importante journée mercredi avec la déclaration donc du FOMC. Le FOMC donc qui peut donc avoir des impacts importants sur le dollar, mais également sur les matières premières, notamment l'or. Donc c'est une journée très particulière avec en général un impact très important sur les devises, majeures. Et donc, quand on a des semaines comme ça avec un FOMC qui est attendu, il n'est pas rare d'avoir, avant que cette nouvelle arrive, avant que cette déclaration survienne, eh bien des marchés qui latéralisent, c'est-à-dire qui sont en mode attente. Donc on peut constater en fait des retracements, des prises de bénéfices qui sont tout à fait normales en attendant de voir ce qui va se dire lors de ce FOMC. À 21h mercredi donc de cette semaine, les taux d'intérêt donc pour la banque donc nationale néo-zélandaise. Rappelez-vous que les perspectives pour les taux d'intérêt sur le NZD sont plutôt neutres haussiers. Donc chaque communiqué de ce genre de la banque néo-zélandaise est à regarder, j'ai envie de dire, avec un regard important, avec un regard fort, parce que si jamais on venait avoir une surprise sur le NZD, eh bien l'impact serait majeur sur cette devise évidemment. Donc même si là on n'attend pas forcément une surprise cette semaine-ci, vous savez bien que les banques nationales vont se garder d'émettre tout indice avant une publication. Donc également, si vous êtes en position sur de l'intraday ou avec des stops relativement serrés, eh bien il sera prudent simplement de se retirer du marché. Et si vous êtes exposé sur cet actif fortement, eh bien d'alléger vos positions. Jeudi, vente de logements en attente, données US, et vendredi, une stat sur l'euro importante, l'indice des prix à la consommation, donc volatilité attendue vendredi matin sur l'euro, et le PIB à 14h30 sur le dollar, et le PIB également sur le CAD. Donc, comme ces deux données arrivent en même temps, vendredi 14h30, PIB US et PIB CAD, on peut s'attendre à une volatilité accrue sur l'USD CAD, et donc on sait que l'USD CAD en ce moment il est assez haut, et que moi personnellement j'attends un retracement, donc je mettrai vraiment cet actif
actif donc USD4 vraiment sous une grande surveillance et voir si lors de cette statistique, donc vendredi, si par exemple l'USD4 venait à retracer sur une zone intéressante suite à cette statistique, voir dans quelle mesure on pourrait initier des positions. Alors nous allons attaquer ce point marché par l'euro USD. Donc je ne présente plus maintenant les vues hebdomadaires, sauf si nécessaire en rappel. Maintenant, je vais vraiment directement me projeter sur les vues hebdomadaires et sur des horizons de temps plus petits, c'est-à-dire le H4, voire parfois le H1 si nécessaire. Donc l'euro USD, le voici, je vais le mettre en plein écran. Donc là, nous sommes en vue journée. Alors voilà, nous sommes en vue journée. Donc le décompte que je vous ai présenté la semaine dernière. Donc on est dans une... évidemment, nous sommes dans une vague baissière pour lequel je vous propose ce décompte suivant. Donc un décompte en 5 temps. Nous sommes en train de faire, en rappel, une vague Y qui, elle, devra être en 3 temps. Et donc nous sommes en train de faire la première vague de cette vague Y. Et donc en général, quand on a fait 5 temps, on peut s'attendre à un retracement et qui pourrait être donc le symbole d'une sous-vague X avec derrière, pardon, d'une vague B, puisque nous aurions fait une A, une B et derrière donc une C à venir pour notre vague Y. Tout ça pour vous dire que j'ai encore évidemment un biais baissier sur l'euro USD et que pour moi l'enjeu va être surtout d'essayer de trouver des points intéressants d'intervention pour du short, donc attendre des retracements. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi de voir que l'euro a trouvé un support. Alors ce support, c'est celui-ci. Vous voyez, en prenant donc ce point haut de marché qui était ici, ce point haut qui était ici, ce bas qui était ici, on peut mettre une expansion. On voit que cette expansion a fait réagir le marché sur les niveaux des 100, sur les niveaux des 1,272. On est arrivé sur le niveau des 200% de cette expansion. C'est tout à fait normal ici que nous constations donc des prises de bénéfices par le marché. Alors on va aller en unité plus petite, c'est ce qui sera le plus intéressant sur l'euro USD. Alors attendez, je vais remettre la fenêtre, autant pour moi. Alors ma fenêtre, je vous demande juste quelques minutes. Ah, la voici, autant pour moi. Alors, voilà le décompte que je vous propose. Donc là, nous sommes en unité H4. Je remets, voilà, donc la fenêtre en délit qui était ici. Donc nous avons fait ici une vague 3-4. Et puis, nous sommes en train de déployer la vague 5 de cette grande vague baissière. D'accord, je rappelle le contexte. Et donc l'idée c'est de voir si cette vague 5 est terminée ou si nous pouvons aller un peu plus bas, pourquoi pas aller chercher donc le bas de ce canal de régression. Et donc l'enjeu, ça serait justement d'essayer de se positionner à bon prix pour essayer donc de shorter la fin de cette vague 5. Alors si je devais donc regarder l'euro USD en unité H4, voilà le décompte que je vous proposerai. Donc nous sommes en train de faire cette vague 5. Donc ici nous pouvons nettement voir un décompte 1, 2, ici 3 et 4 et donc une petite vague 5. Nous avons ici la constitution d'un double bottom marginal et donc rupture de ce double bottom, et donc pour moi en fait l'euro est censé monter jusque cette zone qui est ici. Donc les 1,1450. Donc c'est plutôt comme ça que je vois les choses actuellement, c'est-à-dire une figure de retracement en ABC de cette façon, avec formation d'un canal. Alors, ok, j'ai mon PC qui rame un petit peu, désolé, voilà. Donc un canal de retracement comme ceci. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce que nous serions intéressés pour shorter cette zone qui est ici?
Alors, je vous disais qu'on était en train de faire une vague 5 et que donc la question qu'on devait se poser, c'est est-ce que cette vague 5 est terminée? Alors, c'est vrai qu'ici, quand on voit ce décompte, on voit 1, 2, 3, 4 et 5. Donc la question c'est est-ce que nous avons terminé cette vague 5 ou, autre question subsidiaire, est-ce que finalement ça ce n'est pas une vague 1, vague 2 et une vague 3 derrière à venir? En termes de décompte héliotiste, les deux sont possibles. Et donc l'idée c'est d'essayer concrètement de regarder quelles sont les forces en présence. Nous avons eu un mouvement d'impulsion qui est très clair, hein, une belle vague baissière, très franche, sans chevauchement, et donc la marque d'une impulsion. Ici, nous sommes en train de développer une hausse qui pour l'instant montre donc des chevauchements. Si nous continuons donc à monter à l'intérieur de ce canal en continuant de montrer des chevauchements et que nous arrivons sur cette zone de cluster, qu'est-ce que nous pourrons déduire de cette information? Vous voyez, il faut avoir en tête les décomptes héliotistes comme une forme de roadmap qui nous dit où est-ce que nous en sommes a priori dans la tendance. Et il faut aussi surtout comprendre la philosophie derrière les mouvements d'impulsion, les mouvements de retracement, la nature de ces différents mouvements. En général, les mouvements de retracement sont plutôt des mouvements qui se chevauchent, ce sont des mouvements qu'on peut en général assez bien canaliser, alors que les mouvements d'impulsion, ce sont des mouvements qui sont très verticaux. Donc là nous avons eu un mouvement d'impulsion très clair, baissier. Et puis ce mouvement qui est ici, pour l'instant, a plutôt une allure de retracement. Ce n'est pas encore confirmé. Ce qu'il faudrait, effectivement, c'est que nous continuions à naviguer un petit peu dans ce canal, et puis que nous arrivions sur cette zone qui est à peu près donc la zone des 1,1450. Ceci nous permettrait de dire que ce mouvement qui est là n'est qu'un retracement de cette vague baissière. Et donc, comment, après la question d'un point de vue trading, comment on pourrait exploiter ça? Eh bien, l'idée c'est d'essayer de déterminer jusqu'où ce mouvement de retracement pourrait aller et à partir de quelle zone on pourrait donc avoir une résistance intéressante. Donc ici, j'ai posé un premier cluster en supposant que une première expansion, pardon, en supposant que nous avons donc une vague A-B qui est ici. La logique voudrait que nous fassions une vague C qui fasse l'équivalent de la vague A en amplitude reportée au point de vue B, c'est-à-dire les 100% d'expansion Fibonacci qui nous envoie vers les 1,1420 à peu près. Nous avons également ici cette expansion, c'est une forme de double bottom que nous avons cassé par le haut et pour lequel nous pouvons raisonnablement viser les 200% en termes d'expansion Fibonacci. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce jeu d'expansion qui est ici coïncide avec un retracement 61,8 de cette vague et également le retracement 61,8 de la totalité de la vague. Donc nous avons en fait tout simplement ici un cluster Fibonacci qui correspond, si vous regardez sur la gauche, également à une zone de résistance potentielle. Donc pour moi ici nous avons une résistance. Alors d'un point de vue héliotiste, si nous n'avons pas une vague voilà, d'un point de vue héliotiste, si nous devions retracer, donc si nous avions fait une vague 5 ici baissière et que nous devions donc retracer, nous pouvons aller jusque dans ce qu'on appelle le territoire de la sous-vague 4 précédente, donc la sous-vague 4 ici, de la vague 3. Donc la sous-vague 4 précédente d'un mouvement baissier. Donc grosso modo le territoire de la vague 4 il part d'ici et il vient jusqu'ici. Donc vous voyez que toute cette zone là c'est une zone de fin de retracement potentiel pour ce mouvement. D'accord, donc on peut potentiellement sortir de la fourchette, ça ne serait pas vraiment un problème. Toujours est-il qu'ici nous sommes donc sous résistance et c'est vrai que le point d'invalidation serait celui-ci. Voilà. Donc pour moi, si je vois effectivement que nous continuons à chevaucher tranquillement dans ce canal, que nous arrivons sur cette zone, eh bien je serais personnellement intéressé pour initier une position. Et à ce moment-là, quel objectif on pourrait se donner? Eh bien si nous partons du principe que nous avons fait une vague 1 et une vague 2, donc d'ordre supérieur, eh bien on pourrait se donner une expansion ici
avec un objectif 100% pour un premier TP et un 618 pour un deuxième TP. Et donc on verrait que avec un stop de cette nature et un 1,618 qui nous mènerait bien plus bas, on aurait du risque reward pour trader l'euro donc short. Alors question, voilà, donc comme tu dis Anwoon, en clair on peut short tranquillement sur le cluster. Alors il n'y a pas de trade tranquille malheureusement. Disons que ce que je mets en valeur, c'est un processus de suivi de tendance. Nous avons des décomptes Eliotis qui nous disent que l'euro peut encore aller un peu plus bas. Nous avons ici en fait une vague baissière, nous serions sur un niveau de retracement intéressant, un niveau de retracement qui serait effectivement renforcé par la présence d'un cluster Fibonacci multiple, et donc c'est vrai que cette zone-ci devrait faire réagir le marché de façon baissière. Voilà. Donc après, est-ce que on pourrait dire qu'on est tranquille sur ce trade? Eh bien on sera tranquille je pense après si on vient à casser ce point qui est ici. Donc faisant donc remettant les cours en loi de dos baissière. Et à ce moment-là je pense qu'il y aurait vraiment une grande probabilité pour qu'on casse le bas qui est ici, et du coup moi je vous inviterai évidemment à baisser le stop que vous avez sur ce niveau là. D'accord. Donc neutralisez votre risque à partir du moment où effectivement on casse le bas qui est ici, c'est vraiment quelque chose de super safe. Si vous êtes plus agressif encore, vous pouvez même, je pense, raisonnablement neutraliser votre risque si on vient à casser ce bas qui est ici, et donc pas attendre de casser le bas en fait en loi de dos, mais ce bas qui est ici, vous, à ce moment-là, vous ramenez votre stop qui était initialement ici, vous le ramenez tout simplement sur votre point d'entrée. D'accord. Et puis après, eh bien, vous vous laissez guider par cette fourchette d'Andrews. Et à chaque fois qu'on vient chercher le bas de cette fourchette, vous pouvez faire des prises de bénéfices. Pourquoi pas après remettre en position si on revient sur la partie haute. Donc après, c'est plutôt des stratégies de suivi de tendance, mais avec un objectif Fibonacci qui serait donc soit les 100% de cette vague, soit les 1,618 de cette vague. Voilà. Donc effectivement, ça ferait pas mal de pips, mais finalement le nombre de pips importe peu. Ce qui est important, la seule chose qui est importante, c'est le risque reward. Vous pouvez avoir des positions où vous êtes en gain de 400-500 pips, mais si votre stop initial était de temps, finalement vous n'avez qu'un risque reward de 1 point. Donc ça ne rend pas le trade pour autant exceptionnel. Vous voyez, c'est vraiment, faut vraiment raisonner en risque reward. Le nombre de pips n'est absolument pas important, tout dépend finalement de l'unité de temps dans lequel vous tradez, et seul le risque reward compte. Alors nous allons switcher sur la livre face au dollar. Alors évidemment, si jamais ici on constate au contraire que les cours venaient à exploser à la hausse, eh bien ça voudrait dire que nous avons terminé donc ce mouvement baissier et qu'on part dans un retracement beaucoup plus important, et à ce moment-là on y viendra. Mais pour le moment, en unité H4, d'un point de vue pragmatique, cette zone est intéressante d'un point de vue suivi de tendance, avec donc les zones d'invalidation que je vous ai données et les objectifs que je vous ai évoqués. Alors nous allons voir maintenant la livre face au dollar. Alors la livre face au dollar, donc nous sommes ici, un beau canal baissier initié depuis les sommets sur les 1,71. Donc le marché continue de suivre ce canal. C'est un canal de régression, c'est pour ça que je le mets en pointillé, puisqu'il est subjectif, puisque je le lis en fait par rapport au plus haut, mais vous voyez que je n'ai pas d'encre d'un point de vue Andrews. Donc c'est vraiment un canal de régression. Et donc nous sommes en train de développer une vague 5 baissière avec ici donc un mouvement 1, 2, 3 et une vague 5, donc une 3, 4 pardon, et donc nous sommes en train de développer peut-être bien une vague 5 sous cette forme-ci, c'est-à-dire que la livre pourrait tout à fait aller rechercher un nouveau bas pour finir sa vague 3, retracer en vague 4, puis derrière faire une vague 5, finir sa vague 5 baissière qui est ici, qui a été initiée donc sur les 1,57. Donc un mouvement 1, 2, 3, 4 et 5. Alors pourquoi je fais ce mouvement là? C'est simplement parce que
si on essaye d'analyser en fait le décompte qui est ici, on voit bien qu'ici nous avons une sous-vague 1, 2, une sous-vague 3, une sous-vague 4 et une sous-vague 5. Donc pour moi, ici nous serions donc en fin de sous-vague 3 pour ce mouvement donc qui a démarré ici, 1, 2 et 3. Hein, donc nous avons 1, 2, sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4. Et donc ici, si nous sommes en sous-vague 4, on a fait 1, 2, 3, 4, et vous voyez qu'il manque quelque chose pour finir la 5, qui serait à ce moment-là la fin de notre vague 3 grise. À ce moment-là, nous ferions une vague de retracement pour faire une vague 4, et ensuite la vague 5, donc correspondant à ces points qui sont ici. Donc ça, c'est la vue plus ou moins daily. Maintenant, il faut essayer de voir dans une unité de temps plus petite ce que ça peut donner. Donc regardons ici ce que nous aurions. Alors on va prendre un peu de recul. Vous voyez donc notre sous-vague 3 qui est ici, notre sous-vague 4 qui est là-haut. J'espère que vous allez pouvoir alors je vais diminuer un petit peu la fenêtre, je vais me mettre en plein écran, ce sera plus simple. Voilà, je vais diminuer un petit peu cette fenêtre. Voilà, donc vous voyez ici, si je remonte un peu plus haut, vous allez retrouver le décompte que je vous donnais donc en unité journée. Donc nous avons fait une vague 1, 2, sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, et donc nous sommes en train de développer la sous-vague 5 qui nous donnerait donc notre point 3, 1, 2 et 3. D'accord. Ensuite, nous serions dans l'attente d'une vague 4 de retracement, puis une vague 5. Alors, qu'est-ce qui me fait dire que cette sous-vague 5 n'est pas terminée? Eh bien, pour moi, nous sommes ici en train de faire une forme de diagonale terminale, parce qu'on voit des mouvements plus ou moins en 3 temps. Voyez, et donc ça c'est vraiment le signe d'une impulsion baissière, mais sous la forme d'une diagonale terminale. Et donc tout l'enjeu, c'est de se dire justement à partir de quand cette diagonale d'une part va se terminer, et est-ce que nous pourrions initier un short quelque part dans la zone. Donc ici, vous voyez, un petit peu comme sur l'euro, nous avons eu un beau mouvement d'impulsion baissier, on le voit hein, en 3 temps plus ou moins, et puis là nous sommes donc en train de retracer, et vous voyez ici un petit peu cette structure là un peu bancale qu'on peut canaliser de cette façon-ci, me donne également l'impression que nous sommes en train de faire un retracement relatif à cette vague d'impulsion baissière qui est ici. Donc de la même façon que j'ai procédé sur l'euro USD, eh bien j'ai tracé donc les éventuels clusters, et si nous faisons donc une vague ABC en 3 temps, eh bien nous avons ici une expansion qui donnerait donc ces 1,618 qui coïnciderait également sur le niveau de retracement des 61,8 donc de notre vague 3. Et donc nous avons ce que nous appelons un cluster Fibonacci. C'est donc ici une résistance. On peut voir d'ailleurs ici que les prix ont été travaillés. Donc on est en fait à la fois sous une résistance chartiste et sous une zone en fait de cluster Fibonacci. Et donc pour moi, je pense que la vague donc 5 peut effectivement démarrer à partir de ce point-ci. Donc si on est agressif, évidemment, on peut shorter ce point-là, stop ici, mais j'émets en fait ici un problème sur le risque-reward. C'est pour ça que je l'ai mis en note ici, risque-reward pas évident, potentiel de baisse limité, puisque nous sommes dans une diagonale terminale. Ça veut dire que dans ce genre de structure héliotiste, eh bien la vague 5 n'est pas la plus profonde, et donc je ne pense pas que nous puissions avoir une vague 5, même si tout reste faisable, qui soit extrêmement longue. Je suis prudent tant qu'à l'objectif de cette vague 5. J'ai des difficultés, pour être clair, à lui donner un objectif concret. Et à partir du moment où notre stop
logique serait, donc notre niveau d'invalidation serait le niveau, donc le haut de la vague 2, et bien avec un stop comme celui-ci et un objectif pas clair, j'ai un peu de mal en fait à dire que nous avons ici un trade potentiellement intéressant. Alors par contre, ce qui pourrait être plus intéressant, c'est que si nous venions par exemple à casser donc ce canal de cette façon, et puis venir chercher un pullback sur ce point d'énergie qui est ici, c'est-à-dire la confluence entre cette ligne oblique qui est ici et cette ligne oblique qui est ici, en montrant que nous avons cassé donc un point bas, et bien à ce moment-là, cette zone serait pour le coup plus attractive, puisque nous aurions un risque-reward clair. Donc je mets un rond en rouge pour dire que c'est une zone d'intervention potentiellement intéressante, puisque nous aurions à ce moment-là un stop serré, puisque ce serait le haut de cette vague 1, puisque nous ferions une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5. Mais nous pourrions à ce moment-là poser une expansion Fibonacci en partant du sommet sur le bas qui aurait été réalisé par le marché jusqu'à la zone de pullback et viser les 1,618. À ce moment-là, nous aurions un trade avec un stop clair, un objectif clair et une entrée attractive. Voilà. Le tout dans une zone globalement de retracement de cette vague-ci, donc une zone qui irait bien effectivement pour que cet actif reparte baissier. Donc maintenant c'est comment dire, une situation, j'ai envie de dire, optimum d'un point de vue analyse. Maintenant, c'est pas non plus impossible que le marché n'en ait que fi et puis parte en ligne droite, et à ce moment-là, bien, il n'y aura simplement pas de trade. D'accord. Mais n'oubliez pas que la qualité première d'un trader, ce n'est pas d'essayer de prendre tout ce qui bouge en partant du principe qu'on a une analyse qui nous dit que ça baisse. Il faut mettre ça en musique d'un point de vue risque-reward, essayer de juger les zones en termes de trading qui nous semblent optimum pour intervenir, et à ce moment-là, vous avez avec votre risque-reward répondu au comment, c'est-à-dire que vous avez un trade digne de ce nom. Donc la plupart du temps, eh bien, vous laisserez partir des opportunités simplement parce que les zones sont pas belles ou que votre risque-reward n'est pas clair. Voilà. Donc ici, pour trader une vague 5 avec un stop qui est ici, en conclusion, ce n'est pas clair. Par contre, si nous venions à casser et que nous avons un pullback, ça devient clair pour trader une vague 3 relative à ce mouvement 1, 2 et 3. Après, la livre ferait une 4, certainement une petite 5, et ensuite on pourrait s'attendre à un retracement un peu plus profond. Ce sera peut-être pour la semaine prochaine. Alors, nous allons maintenant voir l'AUD-USD. Alors, l'AUD-USD qui est ici. Alors, on peut, en fait, ici, on peut avoir deux décomptes possibles. Je peux vous remettre rapidement la vue daily. C'était le point de marché donc de moyen terme que j'avais fait. On avait fait une vague W, X, AB, donc Y, AB, X. Donc nous sommes en train de développer une vague Z. Cette vague Z est censée se faire en 3 temps. Et donc nous sommes en train de développer le premier temps de cette vague Z qui est donc attendue en 5 temps. Alors, nous avons fait donc une vague 1, une vague 2, ici potentiellement une vague 3, je vais y venir après, et donc sous vague 4, pardon, et puis ici donc 1, 2, 3, 4, et donc nous sommes en train de faire la vague 5 de cette vague 5. Alors j'émets néanmoins un décompte alternatif. Il n'est pas impossible qu'ici nous ayons fait 1, 2, et puis une sous-vague 1, sous-vague 2, et donc sous-vague 3. D'accord? Avec, dans ce cas-là, ici pas un 5, mais un 3. Autant dire que derrière, après une 4, il y a encore du potentiel à la baisse pour cet actif. Alors, pour ce faire, j'ai donc posé des expansions. Si nous devions ici avoir fait donc 1, 2, 3 et 4, donc cette expansion, vous voyez, ici, a trouvé support précisément sur cette expansion de par le marché, un retracement, et derrière on continue. D'un point de vue Fibonacci, le prochain niveau logique, c'est les 0,75.
c'est-à-dire le niveau des 1,618. C'est pour ça que j'ai envie de dire, peu importe le décompte, si nous sommes sur une vague 3 ou une vague 5, j'ai envie de dire pour l'instant le mouvement est bearish et donc les seules stratégies pour le moment sont d'essayer de trouver des zones de retracement attractives pour shorter cet AUD. Tant que le marché ne nous indique pas qu'il a cassé des nouveaux hauts, entraînant donc des niveaux de retracement beaucoup plus profonds. D'accord. Pour le coup, les bonnes stratégies, celles qui sont vraiment à notre portée, nous les particuliers, sont les stratégies de suivi de tendance. Si vous essayez donc de choper des points bas optimum parce que vous pensez qu'ici on arrive sur un support X ou Y, c'est pas évident du tout en fait. Quand on a un marché qui est aussi bearish, eh bien la pression reste baissière et donc je pense qu'il est plutôt raisonnable de se dire tant que nous n'avons pas d'indication contraire, notre biais reste baissier. D'accord. Un support, c'est bien, mais un support, c'est pas quelque chose qui a une durée de vie ad vitam aeternam. Donc, si le marché est résolument baissier, le support, certes, il va faire l'objet de prise de bénéfices, mais il peut très bien casser dans la foulée. Donc, en termes de trading, ça veut dire que quand on arrive sur un support qu'on était en position, évidemment, on va alléger notre position, on va regarder comment le marché se comporte. Est-ce qu'il part en impulsion, c'est-à-dire est-ce qu'il commence à développer des vagues en 5 temps, et si on voit que ce n'est pas le cas, qu'il est en train de développer des mouvements de consolidation, vous voyez, avec des chevauchements comme c'était le cas ici, pourtant on était sur un support ici, ça aurait très bien pu être une vague 5 ici, voyez. Mais en regardant la nature de ce mouvement-là avec des chevauchements, eh bien c'est l'indication qu'on attendait du marché que la baisse n'était pas terminée et que derrière on pouvait s'attendre de nouveau à un mouvement d'impulsion baissier. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner. Il faut essayer de comprendre les structures des vagues. Est-ce qu'elles sont de nature impulsionnelle ? Est-ce qu'on peut décompter du 5 temps? Est-ce qu'elles sont de nature plutôt retraçante, c'est-à-dire qu'elles montrent plutôt des chevauchements, c'est plutôt du 3 temps? Et à ce moment-là, si c'est le cas, eh bien, ça veut dire que le marché reste baissier, ce sont juste des prises de bénéfices, et que si nous avons atteint un niveau de retracement intéressant à la fin de la figure de consolidation, eh bien, ça peut être l'occasion d'initier des positions short en vérifiant que le price action devient bien effectivement bearish. Alors, on va regarder donc l'AUD-USD en vue H4. Vous voyez, je vous ai décortiqué le marché dans des vues court terme. On retrouve donc notre vague 3, notre vague 4, avec ici un beau mouvement d'impulsion baissier tel qu'on peut le voir. Alors, nous avons fait donc une vague 1-2, sous-vague 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ici nous avons fait 1, 2 et 3. Donc nous sommes en train de retracer. Ouais. Donc ce niveau qui était donc les 0,7850, c'était le bas également de cette fourchette d'Andrews que je vous ai mis ici, d'ailleurs qui est plutôt en rouge par convention. Les fourchettes d'Andrews, je les mets en rouge quand elles sont baissières, et vous avez compris que je les mets en vert quand elles sont haussières. Et donc si notre vision est exacte, nous assistons ici à un mouvement de retracement qui devrait se faire en 3 temps. Donc quelque chose de chevauchant, pas forcément très franc, voyez, qui peut très bien descendre un peu, reprendre appui sur le bas de la fourchette d'Andrews, et puis remonter, chercher, pourquoi pas donc, cette résistance chartiste, c'est-à-dire vers les 0,8055. Donc ici, l'idée c'est d'essayer de canaliser ce mouvement de retracement de la sorte. Donc on prend le point bas, je vous le fais de façon schématique, évidemment si vous êtes en H1 vous pouvez le faire de façon beaucoup plus précise, et vous voyez que ici si le marché continue d'osciller tranquillement donc dans ce pseudo canal, et pourquoi pas même qu'il fasse un petit excès, vous voyez ici, et puis qu'il réintègre le canal rapidement derrière et qu'il commence à partir avec un mouvement clair de price action baissier, et bien ça veut dire que le marché a trouvé sa résistance, a trouvé donc la fin de cette consolidation et peut repartir donc bearish dans la foulée. Donc du coup l'idée c'est d'essayer de mettre donc des niveaux de retracement, et nous serions ici sur la zone des retracements 50%
entre 50% et 60% donc de cette vague qui est ici. On peut également prendre la totalité de la vague, nous serions globalement sur le niveau de retracement des 50%. Donc si nous constatons effectivement que le marché continue d'osciller tranquillement sans que ce soit effectivement de nature impulsionnelle et que nous arrivons sur cette zone-ci, clairement la question sera de se dire est-ce que nous pouvons intervenir en termes de short, sachant que notre stop technique en loi de dos, il reste quand même assez haut. Si nous avons fait ici donc en fait, pour être plus précis, si nous avons fait donc ici une vague 3 et que nous faisons une vague 4, nous ne sommes pas censés d'un point de vue héliotiste, nous ne sommes pas censés revenir dans le territoire de la vague 1. C'est-à-dire que cette vague 1 qui est ici impose une règle d'or d'un point de vue Elliott qui nous dit que la vague 4 ne peut pas revenir à son contact. Si nous venions au contraire enfoncer le sommet de cette vague 1, c'est tous des comptes là qui tomberaient à l'eau. Il faudrait à ce moment-là regarder peut-être ici potentiellement pour une vague 5 et pas pour une vague 3. Mais je ne pense pas, quand je regarde justement les sous-décomptes que je vous propose, je ne pense pas que ici nous soyons sur une vague 5 mais plutôt une vague 3. C'est-à-dire donc que cette vague 4 peut tout à fait remonter sur cette zone-ci, mais elle ne pourra pas remonter beaucoup plus haut sous peine d'invalider donc le décompte héliotiste. Et donc pour moi ça serait effectivement le retour sous cette résistance, une zone de short intéressante. Donc la question évidemment d'un point de vue trading serait quel serait donc notre stop, quel serait donc notre objectif derrière en termes de trading. Eh bien moi je pense que nous pourrions mettre notre stop au-dessus de ce point qui est ici, légèrement au-dessus, et en termes d'objectif, si nous devions donc retracer jusqu'à ce niveau qui est ici, je pense personnellement que je me prendrais comme objectif une extension Fibonacci qui partirait de ce point jusqu'à ce point-ci pour viser C1 c'est-à-dire un retour vers les 0,77, et à ce moment-là nous aurions notre vague 5. Voilà, c'est de cette façon-là que je procéderai. Donc vous voyez qu'ici nous n'aurions pas de risque-reward pour mettre un stop là, puisqu'on voit très bien qu'ici on n'a pas du 1 pour 2, mais si nous nous en tenons au décompte héliotiste, avec un stop ici, eh bien nous aurions clairement notre risque reward puisqu'on aurait du 1 pour 4 a priori. Donc ici vous pourriez très bien par exemple mettre une ligne de TP quand si le marché revient sur les plus bas, puisque là nous serions en contact de la ligne médiane sur les plus bas. Donc TP1, de ce faisant vous auriez déjà du 1 pour 2, donc vous pourriez donc du coup être tranquille après en stop win pour attendre la fin de l'objectif. Alors je vais maintenant passer sur l'USD-Yen. Donc c'est intéressant parce que vous voyez il y a l'analyse qui nous donne une roadmap et puis après il y a le trading, et le trading eh bien c'est essayer de croiser une vision analytique en quelque chose de concret, de pragmatique, en utilisant donc l'effet Saut-Andrews pour essayer de mieux comprendre quel serait le timing idéal, un haut de canal baissier par exemple, d'utiliser notre jeu d'expansion Fibonacci pour comprendre quelles pourraient être donc les zones de retracement importantes qui correspondraient à des objectifs de fin de retracement, et à ce moment-là en utilisant donc la logique de stop que je vous ai donnée, transformer quelque chose qui était analytique en quelque chose de réellement tradable d'un point de vue risque-reward. Alors maintenant je vais venir donc sur l'USD-Yen qui est un peu plus évident. L'USD-Yen, bon je vous rappelle pas la vue moyen terme, hein, mais on est ultra, vous voyez, donc on est ultra bullish hein, évidemment. On a ici une ligne de tendance hein, qui passe par ses plus bas. On est en train de latéraliser, donc on est en train pour moi de faire un triangle en fait en unité journée, avec ici donc une vague 1, 2, 3 et donc une formation en triangle qui pour moi est assez claire. Hein. Alors ça n'existe pas, je l'enlève. Donc ici, quand on regarde bien cette structure chartiste, donc
que sont les triangles symétriques, ils doivent vérifier d'un point de vue Elliott des vagues en 3 temps, et pour moi c'est ce que le marché est en train de faire. C'est-à-dire qu'ici on voit bien une vague en 1, 2, 3, ici on peut voir une vague en 1, 2, 3, c'est pour ça que j'ai mis le B ici, et puis ici nous avons de nouveau fait une vague en 1, 2, 3, et donc je m'attends de nouveau à une vague en 1, 2 et 3 pour faire ce qu'on appelle donc en elliotiste un triangle en 5 temps, c'est-à-dire A, B, donc le petit a ici, A, B, C, D et puis E. Et si tel est le cas, eh bien les probabilités pour le sens de la cassure sont clairement vers le haut, puisque c'est juste en fait une latéralisation des cours, hein, ça correspond en fait à une respiration du marché qui se pose des questions, tout simplement parce que nous sommes arrivés sur un niveau Fibonacci en fait important. Si on regarde bien l'expansion relative à notre vague 1-2, nous sommes arrivés sur donc un niveau important des 1,618, et donc ici c'est tout à fait normal que nous consolidions en vague 4. Nous avons fait une vague 2 qui était vous voyez, assez verticale. On voit ici un A, B, C, donc c'est ce qu'on appelle d'un point de vue elliotiste un zigzag. Et par principe d'alternance, quand vous avez une vague 2 donc assez verticale en zigzag, et bien la vague 4 est souvent ce qu'on appelle une structure de consolidation à plat, et ici donc c'est un triangle. Alors il y a d'autres structures de consolidation à plat, mais pour moi ici nous avons de façon assez évidente un triangle. Et donc comment trader ça? Voilà, donc alors on va se mettre en UTH4. Alors je vois que vous n'avez plus trop de questions sur le chat, hein. Donc c'est vous êtes en train d'écouter bien sagement ce que je vous explique, mais n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. C'est le moment. Donc voilà le triangle qui est ici. Alors techniquement on a une trendline qui est comme ça, évidemment, mais j'aime pas cette ligne là, simplement parce qu'elle me donne pas un triangle équilibré. Un triangle symétrique doit donner un certain équilibre au niveau des prix, c'est-à-dire l'axe médian, et on voit bien qu'ici ce triangle il serait pas hyper équilibré en fait, si j'avais une ligne de tendance comme ça. Donc moi je pense que le marché peut casser cette ligne de tendance sans remettre en cause derrière une nouvelle vague E baissière. C'est pour ça que j'ai plutôt mis cette oblique qui est ici, pour pas me donner un biais trop, pour pas me donner cette contrainte là qui est pas évidente du tout pour moi d'un point de vue équilibre de triangle. Donc même si on vient à casser donc cette oblique, c'est pas, ça veut pas dire que derrière le marché va pas, pourquoi pas même casser le bas qui est ici. Pour moi c'est pas incompatible. Voilà. Donc je préfère partir plutôt sur un triangle symétrique de cette nature. Et donc l'idée serait d'essayer de comprendre, excusez-moi. Voilà, mon téléphone, je viens de le mettre dans le tiroir. D'essayer de comprendre jusqu'où pourrait donc aller cette vague donc D, qui est censée également se faire en 3 temps. Donc nous avons ici, comme vous pouvez le voir, de nouveau une structure triangulaire qui est donc clairement la vague B attendue d'un mouvement en A, B et C. Donc nous avons A, B, C, une vague D qui est censée être en 3 temps, donc A, B et C. Pour notre vague D, viendrait ensuite une vague E baissière. Alors la vague E baissière c'est pas obligatoire qu'elle vienne rechercher le bas de la structure. D'un point de vue Elliott, c'est pas du tout une condition forte. On peut très bien avoir une vague E très petite, et puis après le marché part et casse la structure. C'est quelque chose qui se retrouve sur le marché, c'est vraiment pas un souci. Nous, en termes de trading, on aimerait bien avoir effectivement une vague E la plus profonde possible. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que elle nous permettrait d'avoir un risk-reward optimum, puisque nous aurions à ce moment-là un achat sur ce point avec un stop sur les derniers bas ici, puisque nous ne sommes pas censés casser donc le bas de cette vague C. Sinon c'est toute cette structure qui pourrait être remise en question. Or on a quand même des arguments pour nous dire que c'est bien un triangle de par
la typologie des vagues en 3 temps que nous pouvons lire sur le marché. Donc une vague A, une sous-vague A, une sous-vague B. Ici je m'attends plutôt à une cassure par le haut, et puis derrière une vague E baissière, et on essaiera de prendre donc un achat le plus bas possible en espérant que le marché nous donne cette opportunité. Okay. Alors maintenant, si vous vouliez vous trader cette structure qui est ici, quels objectifs vous pourriez vous donner si on venait à casser donc cette structure par le haut? Alors de la même façon que nous avions un triangle ici, de façon j'ai envie de dire un peu fractale, nous avons donc également ici un triangle. Donc nous sommes en A, une B en 3 temps, une C, une D et une E. Donc nous sommes en train de faire la sous-vague E de cette structure en triangle qui est donc notre vague B qui est ici. Donc moi je m'attends, effectivement, ce que j'aimerais également ici, c'est qu'on vienne rechercher le support qui est ici. On voit très bien le support qui est là, on voit très bien que c'est ici que le marché réagit, rebondit, et donc si le marché nous donne une petite chance d'aller jusqu'ici, et bien ma foi, nous aurions également un trade intéressant avec un stop sur les derniers bas, peut-être ici par exemple, vous voyez, on va prendre ce bas là, on va se donner quelques pips de marge, et puis on espère donc derrière que le marché va casser cette structure par le haut, si notre analyse est bonne, pour aller rechercher donc le niveau de prix, pourquoi pas vers les 120. Alors comment calculer ce niveau de prix relatif à l'objectif que je viens de vous donner? Je le fais de deux façons. Tout d'abord, j'ai mis une expansion qui va du sommet de la vague A jusqu'au bas de la vague B, à peu près, et on voit que les 100%, donc on aurait une vague A qui est égale à une vague C, nous donnerait donc une expansion des 100% vers les 120. Une autre façon également de calculer l'objectif, c'est de prendre une projection sur la hauteur du triangle et de viser les 1,618. Et on voit très bien que les 1,618 coïncident à peu près avec l'objectif d'expansion de la vague AB pour chercher la C. Donc c'est pour moi l'objectif que je me donnerai si le marché vient rechercher ce point qui est là, stop sous les plus bas, et puis derrière un objectif aux alentours des 120. Évidemment, vous pourriez prendre ici une petite ligne de profit quand on arriverait sur les sommets. Ou si vous êtes encore plus prudent, eh bien quand on atteindra cette ligne de tendance. Mais quoi qu'il en soit, avec un stop ici, une entrée qui est là, vous voyez que même pour un premier objectif qui serait le haut de ce triangle, eh bien vous auriez un risque-reward supérieur à 3. Et si nous venions chercher l'objectif final, on aurait un risque-reward supérieur à 10. Donc les triangles peuvent être quelque chose de vraiment très profitable à partir du moment où on est certain effectivement que ces vagues se décomposent en 3 temps. Voilà, donc c'est plutôt ce que je rechercherais, et puis évidemment après on peut se faire stopper et avoir finalement une vague B plus ou moins en flag, qui n'est pas non plus impossible, mais qui ne me paraît pas forcément être le plus réaliste ici, si on peut bien décompter des vagues en 3 temps à l'intérieur de cette structure. Quoi qu'il en soit, avec un risque-reward comme celui-là, on peut se planter 9 fois sur 10 et encore être gagnant sur le long terme, grâce justement à ce risque-reward. Donc voilà pour l'USD Yen. En ce qui concerne l'USD CAD, alors l'USD CAD, je vais vous proposer un décompte, mais c'est pour moi l'actif le moins attractif pour le moment. Simplement déjà je suis pas non plus tout à fait certain de ce décompte parce qu'on a une vague 5 qui est quand même extrêmement puissante. Vous voyez, si on a du 1, 2, 3, 4 et 5, donc ici se pose la question sur cette vague 3 qui est ici. On peut avoir fait une vague 1, 2 et une sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, une sous-vague 4 et une 5 qui nous donnerait une 3. Donc avec une 3 en extension extrêmement importante. Ce qu'il faut surtout retenir, au-delà de ce décompte, c'est que nous sommes super bullish sur cet actif, comme le montrent ces cours, avec une accélération ici qui a eu lieu donc en fin de semaine dernière, suite eh bien, à l'intervention donc de la Banque du Canada,
qui a baissé ses taux d'intérêt. Donc la question, ça serait comment essayer de revenir bullish sur cet actif avec le bémol que je vous mets ici. Donc là on va zoomer. Vous voyez ici j'ai mis en fait, je suis parti de ce swing donc high-low et je lui ai posé donc au départ une fourchette d'Andrews, d'ailleurs on va la mettre après, mais ajustée en fait sur les plus bas pour me donner finalement une forme de canal de régression. Et on voit qu'on arrive sur la ligne médiane de ce canal de régression. Si je devais mettre une fourchette d'Andrews, eh bien nous arriverions au contact de la partie inférieure de la fourchette d'Andrews. Donc cette partie-là, en fait, là où nous sommes arrivés, montre finalement que le marché est arrivé sous une forme de résistance un peu dynamique, mais c'est pas quelque chose d'extrêmement fort non plus, et même si on est donc sous oblique, sous des obliques donc chartistes, eh bien c'est pas non plus impossible que le marché casse tout ça pour continuer à aller faire des plus hauts. Mais ça veut peut-être dire par contre que le marché peut consolider dans la zone. Voilà. Et c'est plutôt comme ça que je le vois, c'est-à-dire qu'ici nous arrivons donc finalement en termes de timing sur une zone de résistance dynamique et que je ne serais absolument pas surpris que nous ayons une latéralisation ici sur cet actif qui peut durer donc quelques journées, clairement le temps d'accumuler de l'énergie pour passer cette résistance à la hausse, et à ce moment là évidemment tout pullback serait intéressant pour de nouveau essayer d'acheter cet actif sur le moyen terme. Alors en unité H4, si on devait zoomer, voilà le décompte que je vous proposerai. Donc en partant donc de cette, je vais le mettre en plein écran, voilà, et puis on en restera là sur notre point marché. J'aurais voulu parler un petit peu des indices, mais j'en aurai pas le temps, donc je vais voir pour vous faire une vidéo à part. Ici donc nous avons fait une vague 1-2, on peut voir ici donc un retracement assez net, un plus haut, donc une vague 1-2, sous vague 1, sous vague 2, sous vague 3, sous vague 4, vous voyez on a une sous vague 2 en zigzag, et donc une sous vague 4 en flat, une latéralisation. Et donc ici, nous serions plus ou moins en haut de la sous-vague 5, c'est-à-dire que nous aurions fait 1, 2 et 3. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue trading? Eh bien, ça veut dire d'un point de vue trading que moi, j'ai pas envie d'acheter l'USD CAD à ce niveau-là. C'est pour moi évident. On a eu ici une belle vague 3 en impulsion, et puis nous sommes en train de faire une vague 5 plus ou moins, vous voyez, c'est vraiment pas franc, voyez. Et donc si on devait mettre des trendlines, des obliques pour encadrer le mouvement, eh bien nous avons ce que nous appelons une diagonale terminale. Et donc ça montre que le marché est en train de diverger. Nous avons donc la présence d'une potentielle divergence baissière sur cet actif. Je vous ai mis ici un trait sur les derniers bas. La cassure de ce bas qui est ici, pour moi, sonnerait le glas de cette vague 5 avec une probabilité d'aller rejoindre le bas de la sous-vague 4. On se rappelle, quand on a fait une vague 5, le retracement derrière va souvent aller rechercher le territoire de la sous-vague 4 précédente. Et donc je pense que c'est ce que le marché peut faire, c'est-à-dire ici, si nous cassons ce bas qui est ici, faire pourquoi pas un mouvement en 3 temps pour aller rechercher donc le niveau des 1,2320 qui serait à ce moment-là un support chartiste. Voilà. Et donc à partir du moment où nous ferions donc ce mouvement-ci, nous serions sur un support et il serait à ce moment-là intéressant de rechercher des achats. Mais quand on voit ça, c'est pas simple. Ce n'est pas le plus simple parce que acheter un support, certes, mais notre stop n'est pas évident. On n'a pas du tout de stop en loi de dos. Alors on aurait potentiellement une oblique de soutien, vous voyez ici. Donc si nous venions par exemple à rechercher ce support sur cette zone donc temporelle qui est ici, on aurait à ce moment-là
un argument supplémentaire pour nous dire que bien c'est pas qu'une question de prix, c'est aussi une question de timing. Le timing est intéressant ici pour rechercher des achats. Je dis bien rechercher des achats parce qu'encore une fois, on va pas mettre des stops arbitraires, 10, 20 ou 50 pips, moi ça ne me parle pas trop. On essaiera de rechercher plutôt du price action sur la zone, et si on voit pourquoi pas en unité horaire ou en unité H4 la formation d'un petit double bottom, et bien ce serait à ce moment-là intéressant pour réacheter cet actif avec un premier TP qui serait donc un retour sous la résistance donc des 1,2490. Voilà donc comment j'aurais envie de trader donc l'USD CAD. Je ne fais rien sur la zone. Si nous cassons ce bas qui est ici, si je vois que nous avons fait un mouvement en 5 temps en cassant ce bas qui est ici et que nous retraçons en 3 temps, pourquoi pas initier un short avec un stop sur les plus hauts et viser un retour sur le support. Nous aurions à ce moment-là du risque reward pour aller chercher les 1,2320. Donc ça, ce serait le plan de short qui irait bien. Casser ce bas, revenir chercher du pullback. Il faudrait casser ce bas en 5 temps, chercher un pullback dans une zone attractive qui nous permettrait d'avoir du risque reward minimum de 1 pour 3. Je précise, minimum de 1 pour 3, car nous sommes contre tendance. Et une fois que nous serions arrivés sur cette zone, essayer de rechercher des achats sur price action, c'est-à-dire se mettre soit en unité H4 si nous avons effectivement un double bottom clair dans cette unité de temps, ou simplement essayer de chercher du H1, une structure de retournement. Voilà donc ce que je voulais vous indiquer sur ce point marché. Donc des retracements en cours sur la plupart des actifs. Donc on l'a vu sur l'euro, sur la livre, sur la UD, également l'USD CAD qui peut également retracer. Donc un dollar qui peut retracer, j'ai envie de dire, jusque mercredi. Et puis mercredi, FOMC. Et c'est pas du tout impossible que sur le FOMC, eh bien, la tendance de fond que nous avions, qui est haussière, reparte de plus belle. Et à ce moment-là, il faudra donc suivre les seuils que je vous ai indiqués. Si par exemple, quand nous arrivons mercredi, nous sommes quelque part là, et que sur Stat FOMC, on fait une mèche, bing, ici, et qu'on réintègre, et que ça repart derrière bullish, ça peut être un signal d'intervention, stop sous la mèche, et puis on vise des plus hauts sur cet actif. Voyez, je vais essayer de voir, en ce qui me concerne mercredi, sur cette statistique du FOMC, je vais essayer de voir si le marché utilise le FOMC pour rechercher des zones de fin de retracement potentiel, et qu'il me montre derrière, après une légère stabilisation, qu'il repart finalement dans le sens de la tendance de fond, et à ce moment-là, on pourra se dire qu'effectivement, bien le dollar est reparti bullish sur les prochaines sessions, les prochains jours, voire les prochaines semaines. Voilà, je vous remercie tous, je vous souhaite une bonne semaine. Je vais essayer de faire une vidéo relative aux indices. Je crois que sur l'or également il se passe peut-être des choses intéressantes. On est arrivé sur des zones sensibles, donc je vais également voir soit sous la forme d'un article, pourquoi pas d'un message sur Trader Academy, sur le forum de Trader Academy, ou un tweet si je vois des choses intéressantes en termes de trading. Mais sachez qu'également sur l'or c'est sensible. Avec le FOMC, ça peut également être un timing intéressant pour intervenir. Même si, encore une fois, attention, le FOMC, si vous voulez intervenir pendant cette phase de statistique, il faut vraiment savoir ce que vous faites. C'est quand même pas du trading de débutant. Il faut vraiment avoir une idée claire des zones d'intervention sur lesquelles vous espérez des retracements finaux. Sinon, il vaut mieux simplement se mettre en dehors du marché. Le FOMC, de toute façon, si jamais il décolle, il fait repartir le dollar sur des zones de retracement. N'oubliez juste pas une chose, c'est que ce sera juste une vague 1. Et que derrière, l'idée sera à ce moment-là pour vous d'attendre un retracement vague 2 pour reprendre donc le mouvement initié par ce FOMC en vague 3, qui de mémoire, en rappel, est la plus belle des vagues à prendre en termes de trading, et c'est la vague que nous, en tant que traders particuliers, on doit chercher en termes de positionnement. C'est très compliqué, la plupart du temps, d'essayer de se positionner sur des bas de vague 1. On a souvent pas les armes pour le faire. Par contre,
les débuts de vague 3, oui, ça doit être notre zone d'intervention pour nous, traders particuliers avertis. Si on a constaté une vague 1 en 5 temps et donc derrière une vague 2 qui se fait en 3 temps sur des niveaux de retracement qui nous vont bien, eh bien c'est là que nous devons intervenir pour essayer de prendre justement ce beau mouvement de vague 3 qui est souvent la plus grande vague en fait d'un impulsionnel. Voilà, tout un programme. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis donc à la semaine prochaine.